Heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le début de l'émission Noir sur Blanc. Noir sur Blanc, c'est un magazine de la télévision numérique C24+. Noir sur Blanc, c'est une émission qui parle de l'actualité de l'heure. Ce jour, nous sommes déjà là sur ce plateau. Je ne suis pas seul, je suis avec monsieur Dio Mayele. Il est communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Monsieur Dio Mayele, bonjour. Bonjour cher monsieur John Elimbouyi, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Grande est ma joie de me retrouver encore dans votre très beau plateau des C24. Je pense que nous allons parler République et nos félicitations au chef de l'État qui venait de prêter serment, qui vient encore de renouveler une certaine confiance au peuple congolais. Ainsi, son mandat vient d'être renouvelé. Nous l'avions dit pendant les moments antérieurs que le président Tshisekedi va renouveler son mandat. Je pense que ça sera un mandat de grandes réalisations, fructueux mandat à lui. Et force et courage aussi à tous les communicateurs de l'Union Sacrée qui ont fait un travail excellentissime pour la réélection du président Tshisekedi. Et puis, je veux encourager aussi le parti politique APOSEM qui a décroché 13 sièges au législatif national. Force et courage à ses partis politiques, à son autorité morale Abdon Etina et puis à son secrétaire national chargé de la communication et médias, monsieur Assoumani Mbisso Olivier en tout cas. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau ce jour et nous pensons que vous êtes en bonne santé. Non, par la grâce de Dieu, nous nous portons bien et c'est ça en tout cas. Merci beaucoup. La deuxième personne sur ce plateau, c'est Monsieur Prince Kitokola. Monsieur Prince Kitokola, bonjour. Bonjour beaucoup. Bonjour, merci beaucoup, Monsieur John Elimbouyi. Je vous dis merci pour nous avoir ici dans ces plateaux, surtout un plateau qui prône une bonne réflexion. Je félicite aussi la personne du président de la République parce que je ne peux pas manquer pour sa réélection, surtout son deuxième mandat. Je suis en train de le féliciter. J'ai dit aussi mes félicitations à toute l'équipe de l'Union Sacrée qui ont permis à ce que le président soit réélu. Je vois la personne de Prince Ndongo, mon président du parti IND. Je vois la personne de Adrien Mbois. Je vois le président de ADSN, mais seulement je vous dis merci pour la réponse. Merci beaucoup. Je souligne que vous êtes aussi communicateur de l'Union Sacrée et de la Nation. Et pour commencer notre émission du jour, nous allons quand même dire un mot sur l'actualité. La CENI a publié la nuit de ce dimanche à ce lundi la liste de députés provinciaux sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, hormis quelques circonscriptions qui ont eu de problèmes. Alors, Monsieur Dio Mayele, comment avez-vous vu cette publication? Je pense que c'est une publication qui est normale et je félicite toutes les personnes qui ont gagné. Alors, l'Union Sacrée toujours en position de force parce que nous avions dit que l'Union Sacrée s'est préparée pour gagner les élections. Parce qu'il faudrait savoir que les élections sont, moi j'appelle ça un combat. Et pour aller dans un combat, il faudrait employer une approche. Et puis, on n'a pas monnayé les élections provinciales. Je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, je reste plus dans une logique officielle, une logique pure, une logique institutionnelle et légale. Je pense que nous nous sommes battus légalement avec ceux de l'opposition. L'Union Sacrée a mérité ses sièges dans les différentes assemblées provinciales. Donc je pense que félicitations aux personnes qui ont décroché un siège. Merci à chaque regroupement politique qui s'est battu pour atteindre le seuil, parce que vous savez aussi la question du seuil, c'est une question très importante ici, que plusieurs personnes ont ignoré. Et je pense que je suis en train de... Et le seuil, cette fois-ci, c'était de 3%. 3%, parce que je suis en train de lancer aussi un message très capital aux partis politiques, c'est que la question de la formation des cadres et membres, c'est très important. Vous savez, lorsqu'on crée un parti politique, il faut s'affilier à ses missions traditionnelles. Ces missions traditionnelles qui sont la sélection, la formation et l'encadrement. Mais la plupart des partis politiques, souvent ceux qui sont de l'opposition, outrepassent les missions traditionnelles d'un parti politique. La formation, la sélection, l'encadrement, ils outrepassent ça. Et lorsqu'on va arriver à un moment crucial comme le moment électoral, ils vont aller contester, ils vont aller de gauche à droite, mais après, lorsqu'on explique les fonds de la question, ils sont
ils sont dépourvus de la matière. Donc, ils sont en dehors. Ils sont en dehors. Je pense que les résultats que nous avons aujourd'hui aux élections provinciales, c'est les résultats d'un travail plutôt acharné, d'un travail méthodologique et stratégique, parce que l'Union sacrée a adopté une approche fédératrice. Cette approche, c'est rassembler pour mobiliser les forces. C'est que nous nous sommes rassemblés d'abord autour d'une personne qu'on appelle Félix-Antoine Tshisekedi, et les forces se sont rassemblées pour maximiser la réussite, pour maximiser les efforts, afin de faire de Félix-Antoine Tshisekedi président de la République et de lui donner une majorité tant dans les nationales que dans les provinciales. Donc je pense que moi je suis très satisfait des élections provinciales, mais par là aussi j'aimerais lancer une sonnette d'alarme pour les élections législatives. Il y a eu quelques ratés, je lance cette sonnette d'alarme au bureau du président Kadima. Par exemple, à la Funa, il y a un monsieur comme Charlin Lokangania qui a fait pas mal de voix, des CRD, mais malheureusement, il n'a pas été publié. Lorsque nous regardons les procès-verbaux des différents centres, nous constatons que c'est monsieur, ça c'est un exemple que je donne, mais c'est Charlin plutôt a été voté. Donc je pense que ce sont des réglages que la CENI doit faire, parce qu'il ne faudrait pas donner du crédit à nos adversaires de l'opposition, parce que lorsqu'il y a défaillance du côté de la CENI, ce sont nos adversaires qui prennent du crédit l'opposition. Donc si ça, j'aimerais un peu retoucher sur les élections législatives nationales, mais sur le provincial, moi je suis très satisfait du résultat, surtout que l'Union sacrée a raflé plusieurs sièges. Donc bon mandat aux personnes qui vont exercer le siège. Et je pense que ce que nous devrions faire, il a fallu plutôt les mettre en tête qu'il y aura des perdants et des gagnants. Parce que lorsqu'on part dans un combat... C'est ce qu'il y a eu. Ben oui. Donc moi, je m'étais déjà mis ça en tête qu'il y aura des perdants, il y aura des gagnants. Donc moi, je suis très satisfait. Voilà, Monsieur Prince Kitoko, là, vous avez suivi la publication de la CENI. La CENI, il faut signaler aux téléspectateurs que la CENI a publié 688 députés provinciaux sur les 780 attendus. C'est-à-dire, il y a eu des territoires à problème. Des territoires à problème, ce sont les territoires là qui ont vu leur scrutin carrément annulé. Par exemple, Boudjala, Sud Ubangui, Bonongo et Makanza dans la province de l'Équateur. Et puis, il y a eu aussi des territoires comme Massimanimba et Yakuma c'est dans le nord Ubangui, des territoires là qui n'ont pas donné de députés. Je ne sais pas comment est-ce que la CENI va s'organiser pour organiser encore les élections de ce côté-là. Mais nous avons remarqué quelque chose. Bien que l'Union sacrée de la nation est venue en tête dans cette publication de résultats des députés provinciaux, et nous avons remarqué les mêmes personnes, beaucoup de personnes qui ont réussi au niveau national, qui reviennent au niveau provincial. Vous ne trouvez pas que prochainement il faut revoir cette loi-là qui dit que la personne peut postuler au même moment au niveau national, au niveau provincial, municipal et même à la présidence de la République? Vous ne trouvez pas que ce n'est pas très bien, ça ne sonne pas très bien pour un pays qui se respecte? Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est une question que j'attendais de vous. C'est une belle question. Pourquoi? Parce que j'ai eu aussi à réfléchir par rapport à cette question. Je trouve quelqu'un qui se porte candidat au niveau présidence, au niveau du présidence, oui, au niveau, voilà, il ne se limite pas là, voilà, il est au niveau national et au niveau provincial. Il y en a même ceux qui sont allés même loin. Ouais. Pour postuler au niveau communal. Il attend encore pour postuler comme sénateur. Comme sénateur. Nous disons, moi je sais, à ce que je sache, la politique c'est une ambition. La politique c'est une détermination. La politique aussi c'est voir de loin. Je me dis moi-même personnellement, est-ce que ces gens-là n'ont pas de doutes sur eux-mêmes? Voilà, c'est un tâtonnement. Voilà, je suis en train de douter. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous dites, vous voulez être président de la République et que vous avez pris en compte 3 degrés
des scrutins. Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas capable de diriger ce pays. Vous doutez d'ailleurs de votre peuple. C'est-à-dire, vous n'avez pas l'espoir que le peuple peut vous voter. Voilà. Et c'est pour cela que vous voulez tenter dans tous les coins. Deuxième des choses, ça va favoriser certaines personnes. Aujourd'hui, monsieur John, vous allez comprendre que ce sont les mêmes personnes qui ont été élues au niveau national, qui sont élus aujourd'hui au niveau provincial. Bon, nous allons dire, ce sont les mêmes personnes qui vont travailler au même moment. Non. C'est-à-dire que ces gens-là veulent avoir les contrôles partout. Or, la République est pour tout le monde. Je vais même épingler une situation qui clame la population aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis victime de cette situation. Vous verrez que les gens qui étaient dans les fonctions, ils ont usé de leurs moyens. Moi, aujourd'hui, je n'ai jamais condamné Kadima. Pourquoi? Parce que Kadima a organisé ces élections. Oui, vous le savez, partout dans le monde, il n'y a pas des élections parfaites. Et puis, la preuve d'une élection parfaite, c'est la phase des contentieux électoraux. Alors, nous avons connu cette phase-là. Même aujourd'hui, nous sommes dans une phase de contentieux. Nous attendons 2 mois pour les élections nationales et nous allons attendre quelques mois, je ne sais pas, pour les élections provinciales. Vous allez comprendre que Kadima a organisé ces élections. Mais au moins, sur terrain, il y a eu quelques personnes qui sont lésées. Genre, ils n'avaient pas de moyens pour faire face peut-être pour pallier à cette situation. Je vais vous dire que la population congolaise, bien qu'elle commence à avoir une certaine maturité, mais la population est encore réduite. C'est-à-dire que la population, cette fois-ci, était éveillée par rapport aux élections présidentielles. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas laisser le vide pour les candidats président de la République. Mais pour ce qui concerne d'autres niveaux d'élection, la population n'a pas encore atteint un niveau élevé pour se choisir la personne. Vous allez comprendre, le langage sur terrain, c'était quoi? Parce que moi, personnellement, j'étais candidat. Le langage, c'était quoi? Naliété, nakuvotete. Donc, vous êtes un candidat malheureux? Oui, je suis candidat malheureux. Voilà, naliété, nakuvotete. Allez-y comprendre cette situation et que ces gens-là, les gens qui ont été déjà dans l'assiette du pouvoir, ils s'étaient déjà fait de l'argent, ont usé de cette opportunité pour faire quoi? Pour corrompre d'une manière ou d'une autre la population en leur donnant un petit rien. Et c'est pour cela, même quand je suis victime aujourd'hui, je ne peux pas me plaindre parce que ce qui m'a fait la chute, c'est quoi? C'est le manque de moyens. Je n'avais pas de moyens pour faire face à cette situation. Alors moi, je trouve aujourd'hui que la CENI à la longue, et surtout ces bureaux de l'Assemblée nationale qui votent bien évidemment des lois, voilà, peut revoir cette situation pour changer certaines choses, parce que vous verrez que ce sont les mêmes personnes qui ont les contrôles au niveau national et au niveau provincial. Alors, ils deviennent incontournables et surtout les tout-puissants. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est un défaut selon moi. Ok, merci beaucoup, Monsieur Prince. Alors, nous abordons le vif de notre sujet du jour. Nous allons faire un peu la lecture, ou bien on va analyser les discours d'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au stade de Martyrs. Il a prononcé en présence de plus de 80 000 personnes remplies au stade des Martyrs. Donc, en présence aussi de plus de 18 présidents, aux 18 chefs d'État d'Afrique qui sont venus, et puis plusieurs délégations dans le monde. Et dans ce discours, le président de la République a touché le point sécuritaire. Il a touché aussi le social et puis l'économie. Voilà les 3 points pour lesquels on va parler aujourd'hui. Monsieur Diomaye, comment, nous prenons d'abord l'aspect sécuritaire. Comment trouvez-vous, parce que c'est les nouveaux mandats, comment trouvez-vous que le président peut faire quoi exactement pour mettre fin carrément à la guerre nous imposée à l'est du pays par le Rwanda qui est en train de tuyonner les M23? Alors, la première des choses d'entrée des jeux, c'est que nous allons féliciter le président Tshisekedi, comme j'ai dit, bravo à lui, bravo à l'homme qu'il est, bravo au sang-froid, parce que vous savez, tenir un discours magistral, un discours kilométrique et puis un discours avec du contenu devant une telle masse, c'est pas donné à tout le monde, avec un sang-froid
avec un sang-froid imperturbable. Donc, bravo, président de la République. Alors, je pense que dans cet aspect de choses, le président Tshisekedi, dans son discours, a basé son mandat sur 6 axes. Et vous avez pris quelques éléments de ces 6 axes-là, l'aspect sécuritaire, le social et d'autres choses. Je pense que le début de M. Tshisekedi sera là où il s'est arrêté. C'est qu'il a commencé un rouleau compresseur à détailler, à déballer plutôt un rouleau compresseur depuis 2019 qu'il est arrivé à la tête du pays. Je pense qu'il a commencé avec la restructuration de l'appareil militaire. Vous savez, l'approche sécuritaire de M. Tshisekedi se base sur 2 angles. L'approche diplomatique et l'approche interne. C'est celle plutôt de la réforme de l'appareil de sécurité. La réforme de l'appareil de sécurité passe par notre armée, par nos services, notre service de sécurité et notre police. Alors, je pense que du point de vue diplomatique, le président Tshisekedi a entrepris une gymnastique diplomatique avec ses bourreaux, nos bourreaux plutôt, parce que quand je dis ses bourreaux, c'est comme si le Congo l'appartenait seul avec nos bourreaux. Vous allez comprendre qu'il y a eu plusieurs négociations, Kampala, Luanda, Nairobi, plusieurs pour chercher un cessez-le-feu d'une manière diplomatique. Mais cela a été une stratégie pour asseoir ou restructurer l'appareil militaire, parce qu'on ne pouvait pas accéder ou aller en guerre sans que l'appareil militaire soit nettoyé. Donc il a fallu chercher un canal par lequel pour nettoyer notre appareil militaire. Et le canal, c'était un canal... Vous pensez que le nettoyage là n'a pas encore pris fin pour que ça s'arrête à l'est? Non, je pense que c'est le jour le jour. Vous savez, notre armée était une armée hétérogène. Quand je parle de l'hétérogénéité en chimie, c'est un mélange de plusieurs choses qui se voient à l'œil nu. Or, une nation ne peut pas avoir une armée hétérogène. Une nation doit avoir une armée homogène. Ça signifie que toutes les personnes doivent être compactes, se battant pour un seul but, c'est celui de la défense du territoire national. Alors, du fait que nous n'y étions pas encore arrivés à ce niveau, il fallait faire quoi? Il fallait faire un lavage. Le lavage, ça signifie il faut nettoyer, il faut enlever les écueils, les difficultés, les obstacles, les personnes qui font que l'hétérogénéité existe. Merci. Alors, merci, monsieur Diomaye. Monsieur Prince, à part l'aspect militaire, il n'y a pas encore un autre aspect qu'il faut faire pour donner un peu du poids à ce qu'on est en train de faire à l'est du pays? Bon, je pense qu'à part l'aspect sécuritaire, il y a d'autres aspects comme la diplomatie que le président de la République avait déjà commencé et qui ne peut pas arrêter. Pourquoi? Parce que... Et jusque-là, ça ne donne pas toujours le fruit. Non, c'est comme ça avec la diplomatie. Il faudrait comprendre que la question de la diplomatie, il faut comprendre que les États, chaque État court derrière ses intérêts. Et que lorsque vous signez peut-être un contrat, une convention, où vous faites appel à un autre État, il y a toujours des intérêts. Et lorsque peut-être cet État vient et il ne trouve pas son intérêt, il y a toujours les changements. Là, c'est logique. Vous avez vu, nous avons la situation de l'ONU dans notre pays. Ce n'est pas à l'époque ce n'est pas M. Tshisekedi qui l'a appelé. C'est depuis longtemps que l'ONU était ici. Mais nous avons constaté que l'ONU ne produit rien. Nous avons la situation de l'EAC. L'EAC, nous avons fait appel à l'EAC. En entendant quoi, la bonne suite. Nous l'avons pas vu. Pourquoi? Parce que au sein de l'EAC, il y avait des pays infiltrés comme le Rwanda. Le Rwanda et les autres pays malhonnêtes. Voilà, on ne pouvait pas avancer avec cette organisation. Aujourd'hui, nous avons fait appel à la SADC. À la SADC. Et la SADC aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore fait le bilan de la SADC parce que c'est encore en cours. Mais je vais vous dire une chose, c'est toujours sur l'aspect sécuritaire. Vous allez comprendre que lors de la prestation du serment du président de la République, vous allez comprendre qu'il y a eu beaucoup de chefs d'État qui ont participé à cette prestation. Vous allez comprendre que les chefs de l'État, durant tous ces mandats de 5 ans, il a eu à entretenir de bonnes relations avec les autres. Ce qui suppose que les autres là sont capables ou sont prêts de venir en aide
pour la RDC, de nous venir en aide. Ou carrément, vous allez comprendre, j'ai suivi la question des Burundi, ou je ne sais pas, je n'ai pas la précision, où ils ont refusé même le frontière, ils ont fermé leurs frontières, ils ont fermé au Rwanda leurs frontières. Vous allez comprendre qu'ils ont commencé à comprendre certaines choses et à refuser au Rwanda, parce que le Rwanda est catalyseur, comme le disait le président de la République lors de sa campagne. Ils sont en train de tourner le dos au Rwanda. Et cela peut faire notre force. Vous allez comprendre qu'à l'époque de Mobutu, par exemple, Mobutu, quand il cherchait à éradiquer le groupe terroriste, l'insécurité à l'Est, il s'appuyait avec d'autres. Je prends par exemple Kadhafi et les autres qui étaient autour de lui ou en collaboration avec lui. Alors, moi, je trouve que le simple fait que les autres présidents, parce qu'ils étaient plus de à peu près vingtaine de présidents de la République qui étaient venus en personne, en fait, ça signifie, ça donne une signification. Ce n'est pas un acte hasard. C'est une première en République démocratique du Congo. Voilà, ça montre qu'ils ont eu de bonnes relations. La République démocratique du Congo est en train d'entretenir de bonnes relations, et en plus que ces forces-là, en nom de ces principes qui diraient l'État ne se recroqueville pas, c'est-à-dire que l'État lui-même ne peut pas s'autosuffire. Ces États-là, on peut faire appel à ces États-là et nous venir en aide. Mais seulement, nous, on ne peut pas espérer à ces États-là, parce que ce sont les États qui vont venir avec leur cahier de charges. Vont venir pour leurs intérêts aussi. Certainement, c'est un aspect que j'ai évoqué. Voilà, c'est pour cela que le président de la République a commencé par exploiter notre armée. Exploiter dans quel sens? C'est-à-dire l'émerger. Chercher comment le faire monter en puissance. Et c'est pour cela aujourd'hui, je l'ai suivi même pendant la campagne, il a dit qu'aujourd'hui, même à escarmouche, il ne peut pas avoir peur du Rwanda. C'est-à-dire qu'il nous a donné cet espoir-là. Et aujourd'hui, si nous voulons faire face au Rwanda, le Rwanda ne représente rien devant nous. Merci beaucoup, monsieur Prince Kitokola. Monsieur Tomayele, vous trouvez pas... Le président lui-même l'avait dit lors de sa campagne électorale. Il avait dit que dès qu'il prend le deuxième mandat et que le Rwanda continue à faire ce qu'il est en train de faire de l'autre côté, il va essayer de demander l'autorisation à l'Assemblée nationale pour déclarer la guerre au Rwanda. Comment trouvez-vous cela? Je pense que c'est une alternative, et je pense qu'aujourd'hui le Congo a un appareil militaire assaini, et je pense que si on doit demander la guerre, comme le président l'a dit, c'est procédural au regard de l'article 86 de notre Constitution, qu'il faudrait saisir les deux chambres, partir par le Conseil des ministres et prendre une ordonnance. Actuellement, nous sommes pendant les institutions qui règlent les questions, les questions en cours. Nous ne sommes pas encore dans une ossature institutionnelle du second mandat, parce que l'ossature institutionnelle n'est pas encore connue. Il y a que le président de la République qui a prêté serment. Il y a les contentieux des différents députés qui sont encore en cours. Donc, je pense que cette question de la guerre sera une question précipitée, mais c'est une alternative que le président peut adopter. Mais voyons voir quand les institutions vont s'asseoir, parce que bientôt, le mois de mars, c'est la première session des nouveaux venus de la première mandature. Et voyons voir qu'est-ce que ça va donner, parce que nous préfigurons aussi la première session et le premier gouvernement aussi, parce que le mois de mars, il faudrait... Je pense que cette fois-ci, ça ne va pas traîner. Non, ça ne va pas traîner, parce que l'Union sacrée détient une certaine majorité, et il suffit juste de fignoler certaines forces politiques, parce que vous savez, on ne forme pas seul, il faut former avec les médecins, l'UNC et l'IFDC, et les autres, fignoler une ossature politique et voir comment est-ce que on doit faire marcher la RDC. Donc, c'est dans cet aspect de choses-là. Donc, la guerre reste une alternative, mais nous ne souhaitons pas la guerre, mais c'est que nous souhaitons la paix, une paix durable. Vous savez, le président Tshisekedi... Mais le Rwanda n'aime pas la paix, c'est ça le problème. Même si le Rwanda n'aime pas la paix, nous, on va appliquer la paix. Je pense que... Et on va continuer toujours à nous tuer à l'est du pays. Je pense que ici, j'ai dit la guerre serait une alternative. Alors, nous sommes en train... Et les M23 vont continuer toujours à occuper nos territoires. Je pense que le second mandat du président Tshisekedi, c'est un mandat où on va asseoir
plusieurs choses. Il faudrait se dire une chose. Le président Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir en 2019, son souci, c'était pas seulement d'éradiquer les groupes armés, mais c'était de pacifier la zone où régnait l'insécurité. Il y a la province de l'Ituri, les deux Kivu, où depuis 1998, la sécurité règne. Alors, c'était ça les grands soucis de M. Tshisekedi. Alors, vous savez, pour assainir la paix, pour asseoir la paix à l'est du pays, il faudrait plusieurs mécanismes, il faudrait une méthodologie appropriée. Je pense que c'est ce que M. Tshisekedi a appliqué. Et le jour, nous avançons, nous partons vers la concrétisation parce que nous ne voulons pas une paix de courte durée. M. Tshisekedi veut une paix éternelle à l'est du pays. Ça signifie, lorsqu'on éradique les groupes armés, que la zone, les différentes zones, comme c'est multiple, les différentes zones de l'est du pays, puissent être des zones pacifiées où il y a une paix pérenne. Une paix pérenne où on peut faire les trafics, les transports, le commerce, tout ce qu'on veut, et sans pourtant être dérangé, plus de tueries. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là que le président Tshisekedi travaille. Il ne travaille pas seulement dans la dynamique d'éradiquer les M23, mais il travaille dans la dynamique d'asseoir la paix à l'est du pays. C'est pourquoi vous voyez, il y a une certaine durabilité. Hein. Il y a, vous appelez ça lenteur, mais ce n'est pas une lenteur, mais c'est une stratégie adoptée pour asseoir la paix, parce qu'on veut asseoir, je suis en train de répéter, on veut asseoir la paix à l'est du pays, à la province de l'Ituri. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, on veut asseoir la paix à l'est du pays. Mais monsieur Prince Kitoko, là, vous ne trouvez pas que... Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que pour mieux faire, il faut commencer à travailler à l'interne. À l'interne, ce n'est pas seulement à partir de militaires et de l'armement. Non, il faut commencer par retravailler les lois de la République, c'est-à-dire revoir certains articles de la Constitution. Comment vous trouvez aussi cela? Ouais, bon, je pense pour la question de la Constitution, je me réserve un peu de mots. Pourquoi? Parce que dans la Constitution, il y a certains articles qui sont verrouillés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher, notamment là où on parle du régime. Le régime, on ne peut pas modifier à n'importe quand les régimes politiques. Là où on parle peut-être de la situation de la nationalité, c'est un peu difficile pour le bouger, mais seulement, il faut savoir que cette constitution doit être à jour. Pourquoi? Parce que la constitution doit être adopté par rapport aux réalités que les Congolais vivent. Les réalités que nous avons vues en 2006, ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il y a certaines situations, comme moi je peux dire, sur la question peut-être de la nationalité, article 10. Je trouve déjà il y a un problème. Il faut déjà toucher cette question ou carrément venir éclairer cette question. Et même la question de mandat aujourd'hui, je suis en train de réfléchir que les 5 ans des fois ne suffit pas. Pourquoi? Parce que je prends la personne du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc les 5 ans ne suffisent pas, il faut qu'on ajoute même 10 ou 15 ans alors. Non, bon, je veux 7 ans au moins, 7 ans, 8 ans, ça peut aller. Je prends l'exemple, vous allez voir son premier mandat. Il a commencé, même pour nommer le gouvernement, ça a pris une année. Ça a pris déjà une année parce qu'il a fallu voir l'opposition, chercher ainsi de suite. Après le gouvernement, il y a eu une situation, vous savez, la coalition FCCK a posé problème. Et après cela, nous avons rencontré les Covid, ainsi de suite. Donc, vous allez comptabiliser que les 3 ans qu'il a eu à travailler. Vous comprenez? Et les 3 ans là, en tout cas, lui-même, il ne fera, en tout cas, même s'il évoquerait les diables ou même s'il il serait Moïse, en tout cas, il ne fera rien. Moi, je trouve que avec 7 ou 8 ans, ça peut permettre à ce que la personne, même quand il a des problèmes, il peut avancer. Je prends encore cette question sensible de l'insécurité. Comprenez, allez-y faire l'analyse sur notre politique, la politique congolaise. La politique congolaise ignore la question de la continuité des affaires de l'État. Je vais parler sur les projets 5 chantiers. Vous allez comprendre que les projets 5 chantiers, c'est Kabila qui a annoncé ces projets. Tshisekedi arrive, Tshisekedi va venir avec les 145 territoires. Pour faire un projet, il faudrait des études, il faudrait un financement. C'est-à-dire, on arrête d'abord les 5 chantiers pour commencer quoi? Les 145 territoires. Et le temps
temps d'arrêter ces projets-là est en train de freiner certaines fonctionnalités. Vous comprenez? Donc, il faudrait mieux que lorsque la personne a lancé son projet, qu'il finisse ce projet. Et les durées de 5 ans posent déjà problème. Moi, je trouve que certains articles dans la Constitution peuvent être touchés au nom et pour le compte de la paix. C'est-à-dire, je prends l'exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la situation du Rwanda. Je vais faire une petite analyse si vous allez m'accorder vous avez une minute. Voilà. Je prends le Rwanda, va dire la nation et Rwandais, tout celui qui a le sang rwandais. Allez-y comprendre. Nous disons, est congolais et la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. Vous comprenez? Déjà, nous nous limitons. Mais les Rwandais réclament même le sang, les derniers sangs au Congo. C'est-à-dire que le Rwanda, excusez-moi, je vais parler à Lingala, le Rwanda, même ceux qui abota, comme l'a dit notre constitution, qui est congolais, tout celui qui s'est retrouvé sur le sol congolais avant l'indépendance. Vous comprenez? C'est-à-dire, on a réclamé tous ces gens-là, même le Belge qui était là, les Burundais, ainsi de suite, qui étaient sur ces sols ici, sont congolais automatiquement. Voilà. Et les Rwandais l'ont fait. Alors, les Rwandais, ils ont une mainmise. Heureusement, aujourd'hui, avec M. Félix Tshisekedi, il a essayé de voir certaines choses et avec la loi Tchani que je jette des éloges. Pourquoi? Parce que cette loi aussi serait importante. Et serait importante dans quel sens? C'est une façon de protéger notre quoi. Vous allez comprendre que nous avons une difficulté qui nous pousse à changer cette constitution. Merci beaucoup, Monsieur Diomayele. Vous ne trouvez pas aussi que notre constitution, la constitution actuelle, c'est une constitution qui avait été élaborée sur mesure, donc taillée sur mesure. Vous ne trouvez pas que même la responsabilité de notre sol, hein, ça nous a été, on nous a triqué là-dedans. Vous ne trouvez pas qu'il faut commencer à changer certains articles de la Constitution pour arriver à une paix durable comme vous le souhaitez? Ben oui, je pense qu'il faudrait toucher à la Constitution, mais lorsque nous parlons des questions constitutionnelles, ceux qui sont de l'autre côté vont dire que nous avons des intentions de tricher, nous avons des intentions de faire, de pérenniser le pouvoir de M. Tshisekedi, mais j'ai dit que dans ces pays, lorsqu'on veut réfléchir, tout on l'amène en politique. Parce que la question constitutionnelle, c'est une question qui relève des scientifiques et des intellectuels. Ce n'est pas une question qui relève du politique. Lorsque nous réfléchissons constitution, la plupart de ceux qui sont politiques les ramènent en politique. Voilà là où on est limité. La constitution américaine a été amendée plus de 20 fois. Et parmi les vieilles démocraties du monde, les États-Unis, il figure. Si les Américains ont amendé leur constitution plus de 20 fois, et nous qui sommes une jeune démocratie, je dirais même une démocratie bébé. Je vais vous ajouter, je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Vous avez suivi dernièrement, il y a certains de nos ennemis qui disaient le Congo n'appartient à personne. Le Congo n'appartient à personne, une histoire comme ça. C'est-à-dire que dans notre constitution, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est pourquoi je dis il faudrait... récemment, avant les élections, le prof Ndaïwel a réfléchi sur les changements pas la modification, mais les changements de la Constitution. Il s'est basé sur un travail fait au Conseil souverain national en 1991-92. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Lorsque nous réfléchissons, j'ai dit cette question, ce n'est pas une question qui relève du politique. Voilà. Parce que les politiques, lui, ce sont ses intérêts, c'est le pouvoir. Le politique est berné. Le politique n'est pas scientifique. Ça, c'est une question qui relève de l'intellectuel, du scientifique qui doit réfléchir. Comment est-ce que... Parce que vous savez, à un moment, vous réfléchissez très bien. Il faut concilier les réalités aux lois de la République. Voilà. Lorsque les réalités et les lois de la République ne sont pas conciliées, il y a un décalage. Mais c'est ça encore le problème. Alors maintenant, notre constitution devient vétuste au regard des réalités. Qu'est-ce qu'il faut faire quand la constitution devient vétuste? Qu'est-ce qu'on fait? On amende la constitution, on intègre les nouvelles dispositions, ou soit, carrément, si on voit que l'ébauche de cette constitution actuelle ne va plus de pair avec les réalités que nous vivons en République démocratique du Congo, on peut changer la constitution pour aller vers la
République. Je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Aujourd'hui, nous avons eu une constitution post-guerre. Vous avez vu la constitution que nous avons eue, c'est une constitution après le dialogue intercongolais. Il a fallu mettre tout le monde d'accord. Voilà. Parce que nous avons des anomalies. Vous savez, même pas la constitution, la loi sur l'opposition de 2004 n'a été jamais révisée. Depuis que cette loi a été promulguée depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. La loi sur la nationalité congolaise, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, n'a été jamais refusée. Vous voyez que nous avons des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, la loi dite foncière également. Nous avons, voilà, la loi dite foncière. Donc, nous avons des lois qui sont majeures, qui font que il y a certaines questions qui deviennent comme des épines. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la toucher. Alors ici, j'interpelle les nouveaux locataires de l'Assemblée nationale, que moi j'appelle les députés, parce que la question législative, c'est une question qui est appropriée aux députés. Donc j'appelle à leur conscience, dès le début de leur mandature, de la rentrée parlementaire du 15 janvier, il ne faudrait pas qu'ils commencent à initier d'abord les nouvelles lois. Il faudrait qu'ils voient les lois qui existent. Les lois qui existent, voilà. Retravailler sur ça. Vous avez parlé sur la loi électorale. Voilà. Ça, c'est une question très importante. Il faut aussi voir comment est-ce qu'il faudrait donner des touches qualitatives à la loi électorale. Par exemple, la question qu'il faudrait postuler 2, 3, 4 niveaux. Mais il faudrait le voir. Un monsieur comme Franck Diogo, qui postule à la présidentielle, il postule au national, il postule au provincial. Il reste seulement qu'il postule au conseil municipal. Et il va postuler comme sénateur. Mais ça fait la honte de la RDC, ça. Question. Est-ce que dans son parti MLP, c'est seulement lui la personne compétente? Vraiment. Les autres personnes viennent l'accompagner. Et il met en cause l'intelligence de tous ceux qui l'entourent. Vous voyez là où ça blesse. Mais c'est grave, ça. Et ces gens, ils sont de l'opposition. Alors, ce sont ces gens qui seront des donneurs de leçons à M. Tshisekedi. Matata Ponyo était candidat président de la République. Là, il est candidat. Il était candidat député. Il est élu le seul député de son parti politique. Merci beaucoup. Ce sont ces personnes qui vont donner des leçons. Donc, moi, je pense que la question, ce n'est pas une question tabou. Surtout, ce n'est pas une question tabou. On parle du sexe parce que on va comparer la question de la révision constitutionnelle à la question, excusez-moi, du sexe, parce qu'on croirait que c'est qu'une question tabou. C'est pas une question tabou. Voilà. C'est une question qui doit être ouverte, une question normale, une question ordinaire, parce que ça traite des réalités de notre et puis dans 30 secondes, comment trouvez-vous l'idée d'Adolphe Muzito d'ériger un mur entre le Rwanda et la RDC? Je pense que c'est une idée ou c'est une alternative. C'est pour contrôler aussi les trafics qui entre et qui sort. Je pense que c'est une idée à en prendre en cause. Au fait, nous voulons que les personnes réfléchissent pour la République. Il y a certaines personnes, lorsque ils pensent contribuer à quelque chose pour l'avancement de la République, ils pensent contribuer pour Tshisekedi. Non. Le Congo, c'est pas pour Tshisekedi. C'est pour tous les Congolais. Vous voyez le président Tshisekedi, il a commencé en 2019, non? Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Mais après, à un moment, le président va partir. Et le Congo va rester. Les acquis de M. Tshisekedi va rester. Donc, le Congo au Congolais. Il faudrait se mettre en tête que lorsqu'on contribue dans sa réflexion, lorsqu'on contribue même dans une œuvre faite, c'est pas pour M. Tshisekedi, c'est pour la République démocratique. Merci beaucoup, M. Diomaye. Nous entamons maintenant l'aspect social. Je vois que le temps est en train de nous faire défaut pour attaquer l'aspect économique. Mais nous allons faire seulement l'aspect social dans quelques 12 minutes que nous reste. Monsieur Prince Kitokula, le président de la République, a bien parlé sur l'aspect social de la population. Qu'est-ce que vous avez retenu dans l'aspect social qui a vraiment attiré votre attention? Ok, cette question, je réfléchis. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsque un politique comme le président de la République, quelqu'un qui a la maturité politique et surtout qui a un langage politique, tient son discours, il faut faire très attention. J'ai lu ce discours, parmi les objectifs, les 6 objectifs qu'il a évoqués, l'aspect social vient en deuxième position. Voilà. C'est un langage, selon moi. Oui. C'est un langage, ce qui voudrait dire que le président de la République a constaté que cet aspect, c'est un aspect très important. Très important. Comment? Voilà. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème de taux. On ne sait pas, est-ce que dans sa personne, comment il va se décider?
on va bannir les dollars, on va s'adapter par rapport aux réalités. On ne sait pas jusqu'aujourd'hui. Nous avons peut-être un problème de transport. Les transports qui montent, les coûts des transports qui montent jour au jour. Donc, ça monte selon le vouloir des gens, du chauffeur et il suffit seulement qu'il pleuve. Chacun va augmenter son prix et tout ça. Et chacun fait ce qu'il veut. Ce secteur-là, c'est pas bien réglementé. Même quand on veut légiférer dans le secteur, rien ne marche. Par rapport à cette situation, d'ailleurs, pour la situation des transports, moi je trouve que c'est peut-être la faiblesse de la police. Quelque part. C'est peut-être aussi la faiblesse. Je vais rejoindre Joe Maël qui venait de parler des choses très importantes. Et quand vous l'avez posé la question sur les propos de Mozito, lorsqu'il dit qu'il faut mettre un mur entre nous et le Rwanda. Oui, mais il faudrait aussi renforcer les services de renseignement. Parce que ce service est foutu. Aujourd'hui, dans d'autres pays, vous pouvez aller. Pensez-vous que vous arrivez dans un pays où vous considérez inconnu, mais on vous donne toute votre identité. Ce qui veut dire que dans ces pays-là, si vous êtes étranger, en tout cas, c'est difficile de vivre dans ces pays. Vous n'allez pas vivre, à moins que ces pays vous accueillent. C'est un aspect très important. Aujourd'hui, nous avons vu les services de renseignement qui est corrompu, qui ne fait pas son travail. C'est aussi un aspect. Pourquoi? Parce que ces services-là contribuent même dans l'aspect social. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, on dit les taux. On a un taux de $10 en valeur de 10 000 francs. Il y a des gens qui augmentent leur prix. Et qui se disent, même le transport. Mais si nous avons des hommes capables à dénoncer cette situation, c'est-à-dire ils vous trouvent, ils vous arrêtent, vous payez des amendes, en tout cas, ça va résoudre la situation. Mais seulement parce que on n'a plus le temps pour approfondir. Merci. Mais seulement cet aspect, le président a raison d'évoquer cet aspect et je pense que le président va travailler là-dessus. Et parmi les objectifs phares qui s'est fixé pour ce deuxième mandat, en tout cas, il va résoudre la situation. Mais moi, je solliciterai à ce qu'il y ait même la situation, comme la situation la situation de nos voisins ici, qui n'utilisent que les francs CFA. En tout cas, vous voyez que ça facilite. Depuis que nous avons connu le Congo-Brazza. Le Congo-Brazza, vous avez compris, et d'autres pays qui n'utilisent que la monnaie unique. Vous voyez, ça peut nous permettre d'avancer. Sinon, cette question des taux des dollars, c'est une question qui paralyse. Merci beaucoup, mais ces mêmes personnes-là sont en train de combattre aussi le franc CFA chez eux là. Monsieur Diomaye, vous avez suivi, le président de la République a mis l'accent sur le travail des jeunes. Il a dit que cette fois-ci, il va faire l'effort pour trouver du boulot pour les jeunes, afin que les jeunes arrêtent les koulouna. Et puis, j'ai encore peur que le président de la République laisse les fonctionnaires de l'État à ce niveau-là de son salaire de base, malgré la montée de dollars. Ben, merci, monsieur John Elimboui, pour votre question. Je pense que M. Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas laissé la situation des fonctionnaires. Je vais d'abord commencer par là. Il y a eu une majoration, que ce soit dans leurs conditions salariales, et que ce soit dans leurs conditions de travail. Il y a une majoration. Il y a une majoration, mais les dollars en train toujours de galoper. Ça, c'est une situation qui ne touche pas seulement la République démocratique du Congo, c'est une situation qui est mondiale. Mais au regard de ce que M. Tshisekedi avait promis, même les militaires ont senti une certaine majoration dans leur solde. Alors la question parce que ça c'est le premier point de M. Tshisekedi sur les 6 actes, sur l'accroissement de l'emploi, parce qu'il doit créer plus de 6 millions d'emplois. La question qu'il faut se poser, comment est-ce que ces emplois vont se créer? Parce que lorsque ici nous parlons de l'emploi, on pense que ce sont les matricules qu'on va donner aux différents jeunes. Et je pense que l'accroissement de l'emploi, c'est un système qui passe par plusieurs étapes. Il y a l'État qui est le principal acteur, qui peut négocier avec les partenaires. Ce qu'on appelle les PPP, partenariat public-privé. Il y a aussi l'État lui-même qui peut être créateur d'emplois. Il y a aussi l'État dans les PPP
qui peut injecter de l'argent avec les privés afin de se faire le travail. Parce que lorsque nous parlons du partenariat public-privé, ici, nous voyons des entreprises à caractère mixte où l'État peut mettre les capitales, où l'État peut mettre son sol, où l'État peut mettre ses bâtiments, afin qu'il y ait création d'emplois. Il y a aussi le financement des projets dans l'entrepreneuriat. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui sont des entrepreneurs. Alors, il y a des... Ce qui a déjà commencé, bien sûr. Oui, il y a plusieurs structures qui soutiennent comme les fonds monétaires de l'industrie, l'ANAPI, voilà. Il y a plusieurs ANADEC, Alors, c'est dans cet aspect-là que le chef de l'État dit qu'il va s'asseoir. Donc, je pense qu'il y a aussi l'aspect que je devais oublier, l'aspect de la restructuration de l'appareil administratif de l'État. Ça signifie qu'il y a certaines personnes qui ont un tel âge de la retraite, qui vont aller à la retraite, qui vont laisser certaines jeunes aussi, parce que la restructuration de l'administration, nous avons débuté avec le ministre Liaou, qui est parmi les bons ministres, parmi les meilleurs ministres des Warriors, qui a commencé à les faire. Donc je pense que la restructuration, c'est qui permet à ce que on puisse prendre les jeunes aussi, certains jeunes, les mettre aussi dans l'administration publique. Et je pense que cet aspect de l'accroissement de l'emploi sera un aspect diversifié à plusieurs bras. Ça ne va pas seulement se focaliser sur l'administration publique, mais ça va se focaliser aussi sur l'entrepreneuriat, sur le financement, sur le partenariat public. Parce que vous savez, il y a plusieurs entrepreneurs qui viennent. Lorsqu'ils viennent, ils vont chercher la main-d'œuvre. Bon, lorsqu'ils viennent, on dit, bon, l'État congolais va vous faciliter, par exemple, dans le sol. Les entreprises achètent et le monopole de l'exploitation d'un produit quelconque. En contrepartie, prenez une main-d'œuvre autant de personnes. Je pense que c'est dans cet aspect-là que le président est en train de parler. Donc, c'est un aspect qui est tellement grand qu'il faudrait développer. Il ne faudrait pas seulement s'arrêter dans l'administration publique. Et moi, j'incite les jeunes créateurs, les jeunes entrepreneurs, ceux qui ont la facilité avec leur mère d'écrire le projet, ceux qui ont la facilité de réfléchir, de se faire des collèges, des réflexions, enfin de réfléchir autour des projets, parce que le mandat qui va commencer, c'est aussi un mandat de soutien des multiples projets en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Diomaye. Monsieur Prince Kitokola, vous avez suivi, le président de la République a vraiment la volonté que les choses avancent. Et maintenant, sur terrain, on trouve que il y a certaines personnes qui ne veulent pas changer de mentalité. Parce que pour que tout ce qu'il est en train de faire ici arrive à se concrétiser, il faut un changement de mentalité. Comment trouvez-vous la mentalité de l'homme congolais par rapport à toute cette lutte de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Oui, cet aspect de mentalité, c'est un aspect très important. Sinon, je donne un exemple. Vous allez voir la route, je ne sais pas comment, je dirais Rampangaba. Vous verrez Rampangaba, cette route-là venait d'être réhabilitée. Il n'y a pas 7 mois, je pense. Mais aujourd'hui, elle est encore abattue. Pourquoi? Parce qu'il y a des mamans qui vendent là et qui jettent leurs immondices, ainsi de suite, leurs saletés là, et ça crée, ça endommage. C'est aussi un aspect qu'il faut soulever. Mais aujourd'hui, je me pose la question. C'est parce que le président de la République est en train de faire appel aux Congolais de changer les mentalités. Mais vous verrez que c'est un peu difficile. Je suis en train de réfléchir et ce n'est pas possible aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, ils aient d'une petite dictature. Des manières, c'est-à-dire une dictature démocratique. Vraiment, vous avez suivi même le pasteur qui a prié le samedi, il disait nous sommes fatigués des voleurs dans ce pays. Certainement. Voilà. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, moi je parle d'abord au sein de notre appareil Union Sacrée. Aujourd'hui, certaines personnes sont incertaines pour les nominations qui viendront, les heures à venir. Vous allez comprendre qu'ils ne savent plus comment la personne du président de la République pense en lui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu vraiment, je vais dire, il y a eu le châtiment, en quelques mots. C'est-à-dire qu'on a essayé à punir certaines personnes qui n'ont pas répondu positivement à l'appel du président de la République. Je prends par exemple la personne de Kamere. Lorsqu'aujourd'hui vous trouvez Kamere, peu importe ce que les gens disent, mais à côté quand même prison et qu'il sorte. Mais malgré qu'il est sorti, mais à côté quand même à Moni Mirwana.
Vous ne trouvez pas que c'est quelque chose d'éducatif? Et de deux, aujourd'hui, nous avons vu les personnes comme, nous sommes dans la politique, les personnes comme Lingobila. Sanctionnées aujourd'hui. Sanctionnées en fonction. Voilà, en fonction sanctionnée. C'est quelque chose. Seulement, ce qui nous reste, c'est la population, le peuple primaire. Voilà. C'est cette population-là qui n'a pas encore changé sa mentalité. D'où je reviendrai dans l'esprit de dire qu'il faudrait utiliser une série de dictatures juste pour donner un petit goût au changement de cette mentalité, parce que vous allez comprendre que, regardez, nous sommes avec vous ici à Kinshasa, à chaque fois qu'il y a embouteillage et qu'il y a des militaires qui fouettent les gens, ça s'ouvre directement. Ce qui veut dire, est-ce qu'il faudrait pas revenir, peut-être vous allez comprendre que lorsque la personne sait déjà que si je crée l'embouteillage, on va m'arrêter et c'est le patron qui va payer. Il va le créer parce qu'il ne sait pas subir. Mais lorsqu'il le fait et qu'on lui fouette, il saura bien que même si je le ferai, on ne fouettera pas les patrons, on va me fouetter moi-même. Merci. Dans quelques aspects, on ne peut pas évoquer parce que nous prenons la démocratie et que la démocratie veut que tout le monde se sente à l'aise, mais cela ne peut pas faire la faiblesse, sinon on doit vraiment chercher la solution pour résoudre. Merci beaucoup, Monsieur Dio Maïlé. Vous avez aussi 1 minute pour conclure l'émission. Moi, je pense que la question des mentalités, il faudrait les travailler par une politique publique. Vous savez, aujourd'hui, la question des mentalités, c'est une question qui touche à l'âme de la population congolaise, et il faudrait que les acteurs qui gèrent les différentes entités, parce que, pourquoi je parle des entités, nous sommes dans un État unitaire décentralisé, il faudrait embrasser une politique publique qui touche à toutes les entités, que ce soit les ministères de la nouvelle citoyenneté, que ce soit le gouvernorat de chaque province, que ce soit les bourgmestres de chaque province. Il faudrait d'abord une politique globale du point de vue ministériel et une politique territoriale, provinciale pour la question de la mentalité. Parce que dans la question de la mentalité, nous avons les questions environnementales, nous avons les questions économiques, nous avons les questions... Donc nous avons plusieurs questions. Si aujourd'hui la mentalité du Congolais n'est pas travaillée, vous allez constater que M. Tshisekedi va travailler... En vain. La manière de faire ne va pas être captée par le Congolais. Voilà. Donc c'est une question qu'il faudrait vraiment travailler, parce que ça permettrait de marier les actions de M. Tshisekedi aux Congolais. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on construit des hôpitaux, on construit des infrastructures, est-ce que c'est M. Tshisekedi qui viendra pour l'entretenir? Est-ce que c'est M. Tshisekedi qui va te dire qu'il ne faudrait pas jeter les chassés par terre? C'est M. Tshisekedi qui va te dire qu'il ne faudrait pas prendre l'eau de poisson, qu'il ne faudrait pas jeter dans la mer. Donc, vous comprenez que ce sont des questions qu'il faut travailler. Merci. Même dans le numérique, par des slogans, par des publicités, par des colloques, par des grands événements. Donc c'est ainsi qu'il faudrait faire les choses. Merci beaucoup, Monsieur Dio Maïlé. Même le président de la République lui-même a suivi. Monsieur le Président, il faut savoir maintenant comment vous entourer. Et pour terminer, il y a une dame qui est fan de votre chaîne, Madame Céline Kifwa, que je suis en train de saluer en direct, parce qu'elle est fan de votre chaîne C24. Merci beaucoup à elle. Merci, chers fidèles téléspectateurs, chers internautes. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Nous avons parlé nous avons fait des analyses sur le discours d'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je n'étais pas seul, j'étais avec Monsieur Dio Maïlé. Monsieur Dio Maïlé, merci d'être venu. Je vous en prie, Monsieur John Lee. Nous étions avec Monsieur Prince Kitokola. Monsieur Prince, merci d'être venu. Je vous en prie. Merci beaucoup et au prochain numéro.